Bien, on va commencer, puisque vous savez que la tradition de la fabrique écologique, c'est de commencer à l'heure, même si on sait que des gens nous rejoignent au fur et à mesure. Et puis c'est vrai que l'accès de cette mairie est un peu compliqué par cause des travaux qui compliquent un peu les choses. Les uns et les autres, on a eu un peu de mal à trouver, mais on a réussi à trouver. Et donc, bienvenue dans cet atelier. Je voudrais commencer par remercier la mairie du 11e qui nous accueille dans cette salle, superbe comme vous le voyez. Et je vois qu'ils sont en plein travaux, donc rénovation, bravo, mais je les plains un peu parce que c'est vrai que quand on est en plein travaux, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, donc bienvenue aussi à ceux qui, puisque vous savez que maintenant, on essaye de faire des choses, on va essayer de faire des choses un peu plus ordonnées maintenant que la crise de Covid est largement derrière nous, c'est-à-dire qu'on va faire des ateliers en présentiel pour les gens qui sont en région parisienne, et par contre, des suivis virtuels pour ceux qui sont en dehors de la région parisienne et qui peuvent nous suivre, cette fois-ci sur Facebook, sans doute dans l'avenir sur d'autres dispositifs. Et donc je les salue évidemment, même si cette fois-ci ils ne pourront pas prendre la parole, ce qui est un peu contraire à la logique participative de cet atelier. Mais disons que tout ça va s'améliorer progressivement et qu'on va essayer de faire dorénavant des solutions mixtes, c'est-à-dire à la fois présentielles, parce qu'on pense que c'est indispensable pour qu'il y ait un vrai dialogue avec la salle, mais aussi possibilité de virtuel pour ceux qui sont évidemment éloignés et qui ont envie de suivre nos activités. Je voudrais saluer évidemment les grands témoins et les participants, et au premier chef Paul Luquès, qui est président du groupe de travail, qui a beaucoup travaillé sur cette note, l'ensemble de ce groupe, que je remercie vraiment. C'était un pari qui n'était pas forcément gagné à l'avance, hein, de pouvoir faire une note dans le cadre de la fabrique écologique sur l'hydrogène, mais je crois que ce pari est extrêmement bien réussi, et donc vraiment je le remercie, et je remercie l'ensemble des membres du groupe de travail de ce travail. Je salue aussi Aude Imbert, dont vous voyez le nom là, qui est chef de projet H2V Industrie. Elle nous dira peut-être quand elle commencera à intervenir en 2-3 mots quelle est la fonction qu'elle occupe et l'activité exacte. Je salue aussi Corinne Dubruel, qui est présidente de Easy Labs. Est-ce que c'est la bonne prononciation? Oui, ou Easy Lab, comme on veut. Eh bien voilà, donc chacun pourra faire comme il veut. Elle aussi, peut-être qu'elle pourra nous présenter en 2 minutes son activité. Et puis, je salue Mika Mered, qui est enseignant à Sciences Po et ambassadeur de l'hydrogène vert à l'International Association for Hydrogen Energy. Donc je salue, c'est un grand défenseur de l'hydrogène manifestement, et donc nous l'écouterons, hydrogène vert, et donc nous l'écouterons avec beaucoup d'attention. Pourquoi est-ce que ça nous a paru un sujet essentiel? Parce qu'on sait bien que la transition écologique, c'est beaucoup de choses. Vous savez qu'on a une approche, nous, à la fabrique écologique, qui est très, avec un ensemble assez large, c'est-à-dire qu'on refuse de se focaliser sur une solution unique. On pense qu'il y a des solutions structurelles importantes, y compris de sobriété, qui ne sont pas mises en œuvre, mais il y a aussi des solutions de production d'énergie qui ne sont pas forcément suffisamment mises en œuvre, et donc l'hydrogène décarboné en fait évidemment partie. Et donc il nous a paru important qu'un think tank écologiste, même s'il évidemment une vision large et qu'il n'a pas d'appartenance politique partisane, mais il nous a paru intéressant qu'un think tank qui consacre ses activités à la transition écologique puisse abriter dans son sein et qu'il puisse y avoir un travail fait en son sein sur l'hydrogène décarboné et sur sa réalité et sur ses perspectives. Et cet atelier, évidemment, permettra de faire un point sur ce sujet. Alors, comment nous allons organiser les choses? De la façon suivante. Il y aura donc 2 temps à l'atelier et nous le terminerons comme c'est prévu à 20h. Je crois que c'est prévu 20h ou 20h30. Je ne sais pas, je crois que c'est 20h, voilà. Et volontairement, nous faisons des ateliers courts et dynamiques. Je vous rappelle que la fonction d'un atelier, c'est qu'il y a un débat sur la note que vous avez dû tous recevoir, un premier débat, mais qu'il y aura d'autres débats, et surtout que c'est fait pour que vous puissiez amender cette note, faire des propositions, puisque on ouvre avec cet atelier une phase de co-construction citoyenne où, à la suite de ce débat, et ultérieurement, chacun pourra faire des propositions d'amendement, et évidemment les signataires de la note et le président du groupe de travail ensuite retiendront les amendements qu'ils souhaitent dans la version définitive de la note qui sera publiée d'ici 3 mois. Donc c'est bien une phase de co-construction que nous menons.
On fait ça à chaque note et ça nous paraît absolument essentiel car il faut à tout prix que les solutions, y compris les plus techniques, et parfois c'est vrai que l'hydrogène est un sujet assez technique, y compris les solutions les plus techniques, puissent être discutées par les citoyens, puissent être appropriées par les citoyens si nous voulons que la transition écologique et énergétique fonctionne dans de bonnes conditions. Et donc c'est aussi, au-delà même des propositions que nous faisons, que la Fabrique écologique fait, c'est aussi la fonction telle que on l'envisage, nous, de la Fabrique écologique, qu'un certain nombre de sujets soient mis en débat citoyen, et l'hydrogène vert donc en fait partie. Donc nous organiserons l'atelier de la manière suivante. Un premier temps sur la place et les perspectives de l'hydrogène décarboné, donc un élément de diagnostic avec une intervention de 5 minutes du président du groupe de travail. Ensuite, sur la base de ce diagnostic, on pense que c'est utile sur un sujet comme ça de voir s'il n'y a pas des questions de compréhension ou d'éclaircissement sur le diagnostic, donc des questions factuelles. Donc nous commencerons, si vous avez des questions factuelles à partir de la note que vous avez peut-être parcourue ou lue, Paul, qui est un grand spécialiste, et les grands témoins pourront évidemment vous répondre sur les questions factuelles. Je remercie beaucoup Paul et le groupe de travail d'avoir veillé sur le plan pédagogique. Vous avez vu que la note a beaucoup d'annexes, et d'annexes très pédagogiques. Et ça, je crois que c'est vraiment un atout tout considérable de la note, parce que ça permet de mieux comprendre la logique qui est suivie. Et donc, on fera ce petit intermède après l'exposé de Paul Luquez pour savoir s'il y a des questions simplement de compréhension, car comme cet atelier est ouvert à tous les citoyens, même si je vois quelques spécialistes dans la salle, bien entendu, mais comme il est ouvert à tous les citoyens, il faut que chacun puisse s'interroger pour des choses qu'il n'aurait pas tout à fait intégrées, sachant que c'est un sujet assez technique. Et puis ensuite, nous aurons un débat avec la salle, vous tous, sur le diagnostic tel qu'il a été posé par la note. Et à ce moment-là, je passerai évidemment la parole aux grands témoins qui eux-mêmes diront rapidement ce qu'ils en pensent. Et puis dans une deuxième partie, nous discuterons des recommandations. Je vous demande, comme c'est notre habitude, d'abord que chacun intervienne autant qu'il le veut. C'est fait pour intervenir, mais chaque intervention doit être d'1 minute, pas plus. Vraiment très courte, puisque vous voyez bien, nous avons 1h30 et il faut que le débat puisse prospérer et ait lieu. Donc je vous demande vraiment à chacun d'intervenir, c'est bien la logique de cet atelier, mais aussi d'intervenir de manière la plus courte possible. Voilà, et donc je passe la parole pour 5 minutes donc à Paul pour un diagnostic extrêmement rapide, j'en conviens, mais tout est dans la note, et donc vous pourrez vous reporter ensuite de la note, mais disons les traits essentiels du diagnostic. Merci beaucoup, Géraud. Ça va être difficile en 5 minutes, et d'autant qu'il y a peut-être à la fois dans la salle des experts de l'hydrogène, pour lesquels ce que je vais dire sera peut-être très simple, et peut-être des gens qui sont moins avertis du fait, donc c'est un petit peu difficile de combiner ces deux choses. Deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est que quand la Fabrique m'a confié cet atelier, enfin ce groupe de travail, évidemment, l'objectif, c'était pas de refaire un énième rapport sur l'hydrogène, parce que j'ai une partie bibliographie de la note. Il y a énormément de rapports qui ont été publiés, notamment depuis 3 ans, et évidemment, le but, c'était pas d'en refaire un pour redire les mêmes choses. Donc, on a focalisé les travaux du groupe plutôt sur, bien sûr, le constat, mais aussi sur la stratégie française et aussi sur les points qui mériteraient d'être plus développés dans la stratégie française et donc les lacunes un petit peu de la stratégie. Voilà. Donc c'est un petit peu l'angle d'attaque de la note, et ça, je pense qu'on en parlera largement dans la partie 2 quand on parlera des recommandations. Alors d'abord, avant de parler des recommandations, effectivement, on peut faire un petit constat. Donc d'abord, je remercie tous les participants du groupe de travail qui ont été extrêmement coopératifs sur ce groupe, et malgré le Covid, on a réussi à dialoguer de façon très, très interactive et très, très conviviale d'ailleurs. Voilà, donc pour commencer, l'hydrogène, c'est un vecteur énergétique, et aussi ce sont des technologies, c'était un peu trop fort là, non, ça va, qui sont apparues comme essentielles dans l'effort de décarbonation que poursuit le monde, les pays, etc., à l'horizon 2050. Alors pourquoi l'hydrogène est apparu comme un des éléments? Et ça, on insiste bien sur le fait que c'est partie d'une panoplie d'outils. On ne sait pas le seul, mais sans hydrogène, on ne pourra pas faire la transition, comme suivant la formule de Philippe Boucly.
Donc pourquoi c'est un des éléments essentiels? C'est parce que dans tous les efforts de décarbonation, alors bien sûr en premier lieu il y a la sobriété, la diminution de la consommation, hein, le plus possible, et ça on y reviendra tout à l'heure. Il y a bien sûr le développement des énergies décarbonées, dont les énergies renouvelables qui sont l'outil essentiel au niveau mondial. Alors au niveau français, on a bien sûr une place du nucléaire qui est plus importante que dans d'autres pays, mais si on regarde au niveau mondial, la majorité de la production d'énergie décarbonée sera faite par les renouvelables dans les 30 ans à venir. Bien sûr, il y a aussi l'électrification massive des usages. Alors, la mobilité électrique, c'est un des moyens de passer du pétrole pour la mobilité à une énergie qui serait décarbonée si la production électrique est décarbonée. Il y a bien sûr, dans les énergies renouvelables, je n'oublie pas de citer la biomasse, qui est une énergie extrêmement importante au niveau mondial, hein, qui est beaucoup plus importante que le solaire et l'éolien réunis d'ailleurs. Il y a également le stockage de l'énergie, les réseaux intelligents, enfin toutes ces technologies qui vont permettre de maîtriser, diminuer, optimiser la production d'énergie dont on aura besoin. Alors, là-dedans, l'hydrogène, déjà, il apparaît comme indispensable dans certains usages pour lesquels il n'y a pas d'autre solution. Par exemple, dans la mobilité, on commence par décarboner la mobilité lourde, la mobilité intensive, pour lequel les batteries n'apportent pas une solution satisfaisante. On pense, vous avez sans doute vu apparaître des projets de camions, de bus, de trains hydrogène, de trains pour les lignes non électrifiées, bien sûr, etc. Et ça, c'est un marché qui apparaît, qui est extrêmement prometteur et qui permet de massifier les technologies pendant la prochaine décennie. Puis je ne parle pas du maritime, on y reviendra, l'aéronautique, etc. Ensuite, il y a l'industrie. Alors, l'industrie, l'hydrogène n'est pas un élément nouveau pour l'industrie. L'hydrogène est extrêmement utilisé dans l'industrie actuellement, hein, pour la fabrication d'engrais, d'ammoniac, pour les raffineries, etc. Donc, déjà, il faudrait passer à un hydrogène qui ne soit pas produit à partir d'énergie fossile pour ses usages actuels, puisque actuellement, l'hydrogène est produit soit à partir du charbon, soit à partir du gaz naturel. Et on sait très bien que ça produit énormément de CO2. Donc déjà, pour les usages actuels de l'hydrogène, il faut passer de l'hydrogène d'origine fossile à un hydrogène décarboné. Mais il y a également des nouveaux usages. Je ne vais pas tous les détailler, c'est juste pour donner quelques exemples. Si on prend l'exemple de la sidérurgie, vous savez que la sidérurgie, on prend le minerai de fer, on passe par un oxyde, etc. Et en fait, on utilise beaucoup de charbon et de coke, et donc on émet beaucoup de CO2. Donc l'idée de passer par l'hydrogène au lieu du charbon, ça permettrait aussi de décarboner. Et puis il y a d'autres usages. Il y a des usages sur le stockage de l'énergie, des énergies intermittentes, puisque dans des pays, on commence à avoir un pourcentage de renouvelables de type éolien ou solaire extrêmement important. Il se pose la question, bien sûr, de la gestion d'intermittence et de la fourniture d'énergie quand il y a moins de soleil ou moins de vent. Et de ce point de vue-là, l'hydrogène ou ses dérivés peuvent apporter un rôle extrêmement important pour stocker et pallier le manque d'électricité en refaisant de l'électricité à partir d'hydrogène ou de produits dérivés. Et puis il y a d'autres applications. Donc le constat, c'est que c'est indispensable pour tous ces usages. Et peut-être au-delà, dans la note, je fais un petit peu le bilan d'au-delà de 2030. Il y a quand même des incertitudes sur la part de l'hydrogène qui sera utilisée. Bien sûr, il y a des scénarios, hein, ça c'est également cité dans la note. Il y a des scénarios qui sont extrêmement ambitieux, hein, puisqu'on parle d'avoir une production d'hydrogène qui est multipliée par rapport à celle d'aujourd'hui par 3, 4, 5. C'est des quantités absolument faramineuses, mais en fait, on n'en sait pas exactement quelle sera la quantité finale, parce qu'il y a un certain nombre de challenges à lever, par exemple, simplement son coût. Le coût de l'hydrogène, qui est encore cher quand c'est produit par des renouvelables ou par d'énergie décarbonée. Il y a toute une série d'obstacles réglementaires aussi à lever. On y reviendra également, hein, pour qu'on puisse reconnaître, par exemple, l'hydrogène décarboné par rapport à l'hydrogène carboné. Il y a également des verrous sur, bien sûr, l'acceptation sociétale, puisque ça va demander beaucoup d'énergie primaire. Donc, ça veut dire aussi beaucoup d'énergie renouvelable, peut-être de l'énergie nucléaire, etc. Donc, quid de l'acceptation initiale. J'ai listé dans la note un certain nombre de verrous aussi. Comme toutes les énergies renouvelables, ça va demander
également des matériaux critiques. Et on sait très bien que la question des matériaux critiques va devenir clé pour le déploiement des énergies renouvelables, donc pour l'hydrogène également, etc. Il y a pas mal d'obstacles comme ça qui apparaissent, qu'on espère voir levés par toute une série de mesures, hein, tous les plans qui sont mis sur la table par la France. Vous avez vu, la France met 10 milliards d'euros, enfin l'Allemagne pareil. Donc tout ça, ça a pour but d'essayer d'amorcer la pompe dans les 10 ans à venir. C'est surtout axé sur les 10 ans, en espérant que dans 10 ans, eh bien, les technologies seront plus massifiées, moins chères, et qu'on pourra passer à une seconde étape. Mais c'est plutôt dans cette seconde étape qu'il y a encore des incertitudes sur le rôle final. Est-ce que ça sera au rôle qui est déterminé par les scénarios? Est-ce que ça sera moins? Est-ce que ça sera plus? C'est là que, dans la note, on parle des incertitudes dans les usages, y compris sur la mobilité grand public. On y reviendra également, puisque ça peut être soit dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc là, il y a pas mal de verrous. Il y a pas mal de challenges à lever. Il y a beaucoup de recherche. Alors, la recherche et l'innovation est très importante, même si certaines technologies sont matures aujourd'hui, elles sont déployables. Mais en parallèle, il faut augmenter l'effort de recherche pour trouver, par exemple, des nouvelles formes d'électrolyse qui consomment moins d'énergie. Et en France, on a la chance d'avoir une électrolyse à haute température avec une société qui a été créée, Genvia. Donc, le principal intérêt de ces nouvelles formes d'électrolyse, c'est de consommer moins d'énergie. Donc, il ne faut surtout pas arrêter la recherche et le développement. Et dernier point, je dirais, la collaboration internationale est super importante. Sans collaboration internationale, et ça on y reviendra pour la France notamment, on ne pourra pas non plus déployer complètement l'hydrogène, sachant qu'il y a un volet qui commence à apparaître, c'est le commerce international de l'hydrogène ou de ses produits dérivés. Bien sûr, on n'est pas encore au stade où on voit le business de cet hydrogène entre pays, mais les prémices sont là. Des accords sont passés entre pays. L'Allemagne, les Pays-Bas, le Japon sont extrêmement dynamiques. Et on sait il y a des pays qui sont importateurs, des pays qui sont exportateurs, peut-être des pays autosuffisants. On va y revenir aussi après dans le constat. On aura probablement un commerce international d'hydrogène sur lequel il y a un certain nombre de difficultés encore à lever, notamment techniques quand il s'agit de très très grandes distances ou quand il s'agira de transporter l'hydrogène par bateau. Mais sinon, au niveau d'un continent, on peut le faire par pipeline comme on fait pour le gaz naturel, et ça pose moins de problèmes. Donc, il y a encore des challenges techniques et économiques à lever là-dessus. Et donc, dans ce panorama-là, parce que je pense que les 5 minutes sont peut-être pas loin, elles sont écoulées. En gros, pour juste 30 secondes, pour finir sur la France se positionne avec des objectifs très ambitieux. Il y a des moyens très, très grands. Une grosse partie de ces moyens sont consacrés à compenser le surcoût de l'hydrogène décarboné dans les 10 ans à venir. C'est la plus grosse partie du plan. Une autre partie du plan est consacrée à soutenir des futurs champions nationaux. Il y en a ici, dans le domaine des composants, d'électrolyse, des réservoirs, enfin toutes les technologies. Donc on y reviendra également. Et puis, bien sûr, un troisième volet, c'est la recherche, l'innovation. Et enfin, le soutien aux écosystèmes locaux, puisque la France a la chance d'avoir eu des régions, des départements, des communes qui ont été très actives bien avant que l'État appuie. Heureusement qu'il y avait le niveau régional dans les années 2010-2015 pour lancer des projets hydrogène avant qu'il y ait un soutien extrêmement fort de l'État. Que le soutien de l'État date de 2-3 ans. Donc voilà, donc je m'arrête là et je repasse la parole. Merci pour cette présentation. Et donc, je passe la parole à la salle, d'abord pour savoir si tel ou tel d'entre vous souhaite avoir sur le fond quelques éclaircissements, quelques questions qui connaîtraient moins certains d'entre vous, c'est tout à fait normal, qui connaîtraient moins ce sujet. Est-ce que vous avez des questions de la salle sur le fond avant que nous passions au point de vue sur le diagnostic? Alors, je ne vois pas de mains qui se lèvent, donc ça veut dire que vous êtes tous des extrêmement grands spécialistes de la question. Non, pas de souci particulier. Oui. Bonsoir. Vous m'entendez? Alors moi, je ne suis pas du tout experte, donc je vais poser peut-être une question très de pédagogie. Est-ce que, j'en ai deux en fait. La première, c'est un point de détail dans ce que vous avez dit. Est-ce que vous pourriez revenir sur la manière dont l'hydrogène intervient pour aider à stocker les énergies renouvelables ou en tout cas à mieux gérer la consommation intermittente?
Et la seconde question, c'est plus pour avoir des ordres de grandeur sur quelle est la part de l'hydrogène aujourd'hui dans la consommation d'énergie, le charbon, le gaz naturel, etc. Qu'on ait un peu une idée du challenge que représente la conquête de l'hydrogène vert. Super question. Donc. Je peux répondre. Alors, sur la deuxième question, donc actuellement, il y a une production d'hydrogène compris entre 80 millions et 120 millions de tonnes, suivant qu'on compte ce qu'on appelle l'hydrogène byproduct, parce qu'il y a des productions d'hydrogène qui sont à côté de production d'autres produits. Voilà. Donc, il y a à peu près, disons, 100 millions de tonnes aujourd'hui qui sont produites, à mon avis, ça doit être 60% à partir de gaz naturel et 30-40% à partir de charbon, sachant que une tonne d'hydrogène émet à peu près 9 à 10 tonnes de CO2 quand c'est produit à partir de gaz naturel. Et quand c'est produit à partir de charbon, ça doit être à peu près le double, 20 tonnes. Donc en fait, les émissions actuelles de CO2 par l'hydrogène aujourd'hui, ce n'est pas l'hydrogène décarboné, hein, c'est à peu près les émissions de CO2, je crois, de l'Allemagne et deux pays confondus. Donc c'est 3-4% des émissions mondiales, ce qui est énorme. Donc ça, c'est actuel. Évidemment, le but, c'est d'aller vers une production décarbonée. On va la multiplier par 3 ou 4. Donc voilà les ordres de grandeur. Et pour l'énergie, ça doit être 2-3% de l'énergie mondiale. Donc de toute façon, c'est très 2-3%, c'est considérable. Maintenant, pour le stockage des énergies renouvelables, effectivement, ça peut être un moyen de produire de l'hydrogène par des énergies intermittentes, de le stocker. Donc ça nécessite des cavernes, par exemple des cavités salines, des cavernes géologiques. Il faut des grandes quantités. Il y en a par exemple à Manosque. Et ensuite, alors on a deux solutions. Soit on utilise l'hydrogène pur, et dans ce cas-là, on va le faire rebrûler dans une turbine qui va au lieu de brûler du méthane, du gaz naturel. Donc on va faire de l'électricité. Ou alors, ce qui est préconisé aussi dans certains pays, c'est qu'on va faire plutôt de l'ammoniac sur l'endroit où on va faire l'hydrogène, puisqu'il suffit d'avoir de l'air pour faire l'ammoniac. Et l'ammoniac qu'on va brûler pur ou en mélange dans les turbines, ce qui évite de repasser par l'hydrogène. Et ça, le Japon, par exemple, pense beaucoup à ça. Et cette partie-là, en fait, dans les scénarios, elle est très importante. Cette partie consacrée à la refourniture d'électricité, dans le scénario de l'AIE, de l'Agence internationale de l'énergie, c'est 15 à 20% de total de l'hydrogène. C'est consacré. En France, ce n'est pas tellement le cas, puisque en France, on a une grosse part d'énergie nucléaire qui stabilise. Bon, je mets à part les problèmes actuels, hein, qui stabilisent la production. Et donc, on n'est pas encore au stade où on aurait besoin de stabiliser les énergies intermittentes, parce qu'il faut vraiment arriver à un pourcentage de 50, 60, 70% d'énergie intermittente dans le mix total pour faire ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions de ce type? Oui, bien sûr. Oui, bonjour, Francis Doriac. Merci beaucoup pour l'introduction donc générale. Et je voudrais, entre une question et peut-être une orientation pour ce débat, moi je saisis dans la note un petit peu deux thèmes importants. C'est la nécessité donc de créer donc des hubs alors généralement autour des ports, là où se jouent des questions de synergie, de mutualisation donc de moyens. On imagine qu'il y a un certain nombre, alors je dis les ports, c'est peut-être plus ces régions-là, et qui vont être toujours localisés en Europe. Et de l'autre côté, il y a une énorme perspective qui est celle de la création d'un commerce international sur lequel un certain nombre de pays favorisés par des énergies renouvelables, tels le solaire, ou tel le vent, ou tel le nucléaire. On pense à l'Australie, au Chili, on pense aussi aux Émirats arabes unis ou d'autres pays du Golfe, peut-être aussi donc l'Afrique, bien évidemment. Et sur lequel ces pays-là vont avoir une énergie pas chère et donc vont peut-être attirer un certain nombre d'industries, peut-être l'industrie donc de l'acier. Donc j'aimerais bien qu'au niveau donc des activités qui sont les nôtres, hein, puisqu'en fait notre économie s'est faite à partir du charbon, si on pense à l'Angleterre, à partir après du pétrole, à partir bien évidemment qui a favorisé nos économies européennes. Est-ce que l'on pourrait identifier les facteurs de résilience et les facteurs de fragilité des différents pans de notre économie
et peut-être plus particulièrement donc, des différents pans de l'activité industrielle européenne. Alors merci de cette intervention, mais enfin qui est plutôt de démarrer le débat. Donc je vérifie qu'il n'y a pas d'autres, mais c'est pas un souci. Hein, je vérifie qu'il n'y a pas d'autres interventions sur le fond de compréhension ou d'éclaircissement. Et donc c'est un premier élément de débat. Je pense que Paul réagira dans le fil de la discussion sur ce sujet. Je vais d'abord peut-être passer la parole aux 3 grands témoins. En leur demandant chacun peut-être de rappeler qui ils sont, tout simplement, et puis peut-être le point important qu'ils retiennent peut-être du diagnostic de la note, c'est peut-être le plus intéressant, ou le point qui leur paraît le plus contestable dans la note, si c'est le cas, et tout ça en 2-3 minutes, si ça ne les ennuie pas. Et puis ensuite, on vous donne la parole à la salle pour que vous puissiez, comme ça vient d'être fait, intervenir sur ce diagnostic. Donc je passe d'abord la parole à Aude Imbert. Merci, bonjour à tous. Donc Aude Imbert, je suis chef de projet chez H2V. H2V est une jeune société industrielle qui développe des projets d'usines de production d'hydrogène renouvelable, donc à partir d'électrolyse et d'électricité renouvelable de grande taille. On essaye de passer justement le cap de l'échelle industrielle. Ce qui est plus facile à dire en 2 mots qu'à faire, ça prend un peu plus de temps. Et donc aujourd'hui, on a une dizaine de projets en développement en France, le tout premier projet qui a obtenu son arrêté préfectoral d'autorisation, qui est la première étape finalement pour avoir le droit et la possibilité de construire une unité de ce genre, nous a été accordé en début de cette année pour un projet en Normandie qui depuis a été cédé à un autre acteur, et on attend l'arrêté préfectoral pour le 2e projet pour la fin de cette année. Donc pour essayer vraiment de passer dans cette phase de réalisation de la production d'hydrogène par électrolyse sur des installations de grande taille. Pour parler en ordre de grandeur, on est sur la centaine de mégawatts, ou 100-200 mégawatts par projet, dans l'objectif justement de réduire les coûts de production de l'hydrogène et arriver autant que possible, même si on n'y est pas tout à fait, à un prix qui se rapproche de celui de l'hydrogène fait à partir d'hydrocarbures. Alors, je retiens de la note dans son analyse, comme je le disais en arrivant, une très bonne analyse justement des verrous, je trouve, qui existent et des enjeux, pour parler de manière plus positive, qui s'offrent à nous pour les 10 ans qui viennent et pour les 20 ans qui suivront ensuite jusqu'à 2050, avec beaucoup de perspectives, beaucoup de chemins différents. Et aujourd'hui, on ne sait pas tellement vers lequel on va aller. Et c'est quelque chose que la note met bien en avant, je trouve, notamment par la comparaison entre les différents scénarios et les différentes études qui ont pu être faites à la fois en France, en Europe et au niveau international, qui montrent bien que, en fonction de l'angle par lequel on attaque le sujet ou par lequel on regarde l'hydrogène, par les a priori et les biais que peuvent avoir chaque institution, on arrive à des résultats qui sont très très différents. Et c'est l'un des enjeux et l'une des problématiques, notamment pour une société industrielle comme la nôtre, de choisir et de devoir se positionner dans ce paysage. Très bien, bonjour. Donc, j'ai la chance de diriger des entreprises dans le secteur de l'hydrogène depuis 2017. Donc, à ce titre, j'ai couvert l'ensemble de la supply chain, de la chaîne de valeur. Donc, j'ai produit des piles à combustible, j'ai produit des électrolyseurs, j'ai produit des camionnettes hydrogène et j'ai financé et construit des centrales de production d'hydrogène vert. Et donc, je pense, et d'ailleurs la note le reflète très très bien, que le futur challenge en fait, du secteur de l'hydrogène, ça va être effectivement de transporter massivement et de stocker donc cet hydrogène produit dans des localisations effectivement qui sont décrites dans la note, c'est-à-dire la mer du Nord, la Méditerranée ouest, c'est-à-dire péninsule ibérique plus Afrique du Nord, l'Ukraine, et effectivement de mettre en place la logistique nécessaire pour gérer en fait tous ces flux de transport de l'hydrogène vert. Donc dans cette perspective, j'ai repris la direction de la société IC-Lab début 2022. Donc IC-Labs développe une innovation de rupture mondiale donc basée sur une supply chain complètement décarbonée. Donc c'est le seul vecteur liquide de transport de l'hydrogène, donc sans production, sans émission de carbone.
et donc à base de silicate, de silice, donc du sable, donc c'est-à-dire très facilement accessible sur un plan mondial. Ce vecteur en fait va permettre de réduire par 7 le volume de l'hydrogène gazeux sous une forme liquide et donc ainsi de pouvoir transporter plus aisément donc l'hydrogène. En particulier, ça va répondre à la problématique des hubs portuaires et du transport maritime qu'a évoqué Paul. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui transporter par camion de l'hydrogène gazeux, il n'y a pas de souci, on a des champions mondiaux, Air Liquide, Air Product, Linde. On va avoir des difficultés à transporter des centres de production d'hydrogène vert à bas coût du Chili ou même le sud du Portugal vers le port d'Amsterdam, à bas coût avec des camions. Donc on va essayer de trouver des solutions un peu plus astucieuses comme le train ou le bateau. Et comme l'Organisation maritime mondiale impose aux navires de se décarboner, on va trouver effectivement assez astucieux de transporter en fait l'hydrogène sous forme d'un liquide décarboné comme notre molécule hydrosyle, et donc de pouvoir ainsi décarboner le secteur maritime tout en assurant le transport de très gros volumes d'hydrogène d'un point A à un point B. Et pour revenir donc sur la teneur de la note, moi effectivement, j'ai trouvé qu'elle reflétait parfaitement l'analyse de la situation d'aujourd'hui, et elle reflète en particulier cette dichotomie entre l'analyse européenne et l'analyse française. Donc, à titre personnel, je l'ai particulièrement vécu parce que j'ai répondu à un projet d'IPCEI, donc Important Project of Common European Interest, l'année dernière, il y a 2 ans, que nous avons gagné donc avec le gouvernement français. Et donc, j'ai échangé toutes les semaines avec le gouvernement français sur cette stratégie européenne. Et donc, l'analyse française est de se dire qu'ils vont produire localement tout l'hydrogène vert nécessaire et suffisant donc pour la France, avec un coût d'électricité supérieur à 47 € du mégawattheure. Et comme le souligne la note, ce qui est une évidence, il faut être en dessous de 36 € du mégawattheure pour arriver à produire de l'hydrogène vert à un coût à peu près accessible. D'où les localisations du Portugal, de l'Espagne, du Maroc, du Chili, voire de la Norvège, où on peut essayer de tendre vers ce type de schéma. L'Europe, quant à lui, vient d'introduire pour la première fois dans REPowerEU, effectivement, et c'est bien dans la note, c'est bien décrit dans la note, pour une fois un objectif d'importation d'hydrogène vert et a décrit des corridors et justement a insisté sur le fait qu'il fallait mettre en place toute une politique transfrontalière avec importation et exportation d'hydrogène vert. Donc par exemple, au Benelux, ils n'ont pas d'hydrogène vert et ils vont importer massivement, d'où les grandes stratégies du port d'Amsterdam et autres, de mettre en place les processus qui vont permettre d'importer l'hydrogène vert vers le port d'Amsterdam. Voilà. Donc je pense que ce point-là est extrêmement bien traité dans la note et reflète bien aujourd'hui ce qui va être le challenge de demain et peut-être un peu orienter le gouvernement français à faire évoluer sa position sur ces sujets-là. Et non, il n'est pas du tout restrictif. Moi, je comprends très bien sa stratégie, j'en ai longuement débattu avec eux. Eux, ils décident aujourd'hui de soutenir les gigafactories françaises. Donc de créer de l'emploi industriel en France en disant, nous, on va aider les gens qui vont créer des usines pour produire des piles à combustible, produire des électrolyseurs, et je trouve ça formidable. Mais ça ne devrait pas venir en contradiction avec le fait qu'il pourrait être intelligent pour le gouvernement français aussi d'aller importer de l'hydrogène vert à bas coût, donc vers le territoire français, justement pour ne pas pénaliser l'industrie française avec des coûts d'hydrogène vert trop élevés parce qu'ils veulent aider l'industrie française. Voilà. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir, intelligente, et moi je suis extrêmement favorable depuis toujours à créer des emplois industriels en France, et donc je suis ravie de ce gouvernement français de créer des gigafactories en France. Merci beaucoup. Donc, même question. Eh bien, merci Géraud, bonsoir à toutes et tous. C'est un vrai plaisir d'être là, merci de l'invitation. Donc moi je ne représente pas d'entreprise. Pour autant, avec Paul, nous siégeons tous les deux au conseil d'administration, au comité de pilotage de la Task Force Hydrogène, qui a été créée il y a un peu plus d'1 an et demi par le MEDEF International, donc la branche internationale du MEDEF qui aide à la projection des entreprises françaises vers l'extérieur, et France Hydrogène,
dont je salue la présence du président Philippe Boucly qui est devant nous et qui ne manquera pas de débattre avec nous, j'imagine, plus tard. Donc, moi, qu'est-ce que je fais dans la vie à part aider le MEDEF avec Paul? En fait, j'enseigne la géopolitique de l'hydrogène et les marchés de l'hydrogène à HEC et maintenant aussi à Sciences Po. Et l'une de mes spécialités, c'est donc la question de l'international sur le sujet de l'hydrogène. De fait, ça fait 15 ans presque que je suis spécialiste de l'Arctique. J'ai commencé à travailler sur l'hydrogène dans les pôles en Norvège, en Alaska, au Groenland, il y a une dizaine d'années maintenant. Et depuis 5-6 ans, depuis 2017-2018, je m'intéresse à l'hydrogène à l'échelle mondiale parce que nous avons effectivement à l'échelle européenne, à l'échelle de l'Arctique et à plein d'autres échelles continentales par ailleurs, cette dichotomie qui existe entre les perspectives de localisation en circuit court de cette production et de l'utilisation de l'hydrogène versus ceux qui imaginent faire une grande globalisation mondiale de l'hydrogène avec l'idée que cet hydrogène, quelles que soient ses formes, que ce soit sous forme d'hydrosine, que ce soit sous forme de toluène, de méthylcyclohexane, bref, je passe les détails, d'hydrogène liquide ou que sais-je d'autre, puisse remplacer le pétrole, le gaz et le charbon. Et en termes d'ordre de grandeur, c'est le seul débat qu'on devrait avoir sur les questions énergétiques, à l'échelle mondiale bien sûr, sur les prochaines années. Pourquoi ? Parce que l'hydrogène, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité industrialisée, permet, ou en tout cas ouvre une perspective de remplacer les énergies dominantes dans le mix énergétique mondial en termes de consommation, donc les hydrocarbures à 83% du marché mondial, donc permet cette idée de remplacement, de substitution. Jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'une nouvelle énergie ou un nouveau vecteur est arrivé sur le marché mondial en masse, il n'a fait que s'additionner à ce qui était dominant avant. Le pétrole n'a pas remplacé le charbon, il n'a fait que venir par-dessus. Le gaz n'a pas remplacé, ni le pétrole ni le charbon n'a fait que venir par-dessus. Pareil pour le nucléaire, etc., etc. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de débattre sur est-ce que l'hydrogène peut être un vecteur pour permettre cela ? Est-ce que ça doit être un vecteur mondialisé, avec des grandes chaînes de valeur du genre Chili-Allemagne ou du genre Namibie-France, par exemple ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut imaginer plutôt des éoliennes situées sur la côte vendéenne qui vont alimenter un électrolyseur à côté de la Roche-sur-Yon et qui va utiliser l'eau de mer pour pouvoir ensuite alimenter en hydrogène des entrepôts locaux de, que sais-je, les Lidl, les Amazon, et qui vous voulez. Mais toutes ces questions-là, et la note le reflète. Il y a une diplomatie de l'hydrogène qui émerge depuis quelques années. Maintenant, il y a des ministres de l'hydrogène dans le monde. Il y a des ambassadeurs de l'hydrogène dans le monde, des vrais, hein. Pas comme moi. Hein. Moi, je ne suis qu'un ambassadeur d'une société scientifique, pas plus. Donc ça existe. Mais il y a une chose qu'il faut dire à chaque fois et qui fait que parfois, on se trompe un peu de débat sur l'hydrogène. Et ce n'est pas le cas dans la note. Pour le coup, Paul nous disait qu'il l'avait bien rajouté, il y a veillé. C'est l'idée que l'hydrogène, même si on le développe de manière très massifiée, ne peut pas servir à ce que l'économie reste comme avant. Ce que je veux dire par là, en d'autres termes, c'est que l'hydrogène, malgré tous ses avantages potentiels ainsi que ses dérivés, ne remplacera pas le premier objectif de nos économies, en particulier nous, en Europe ou dans le Nord, qui est la sobriété volontaire. Voilà. Je pense que c'est ce message-là qu'il faut faire passer avant même de commencer à parler de tout le reste. Merci en tout cas. Oui, merci. Tout d'abord, j'ai lu rapidement la note puisqu'on l'a eue hier soir, je crois. Donc je l'ai un petit peu parcourue. Je trouve qu'effectivement, elle a le gros avantage de mettre en avant les incertitudes, les choix à faire et toutes les questions qui devront être résolues dans les prochaines années. Donc de ce point de vue-là, c'est un outil de débat de très bonne qualité, me semble-t-il. Je voudrais revenir sur cette question production locale pour les besoins locaux ou internationalisation. Je crois qu'il n'y a pas de mystère.
nos économies occidentales, en tout cas en Europe, ont petit à petit pris l'habitude, et on en voit les inconvénients aujourd'hui, d'être extrêmement dépendantes de sources d'énergie, essentiellement fossiles, qui sont importées. Bon, on produit très peu désormais chez nous de charbon, de pétrole et même de gaz, et donc on importe. Alors on voit quand il y a une crise internationale les effets que ça a. Alors les énergies renouvelables électriques, puisque c'est d'elles dont il s'agit essentiellement aujourd'hui, les énergies renouvelables électriques nous offrent la possibilité de relocaliser une grande partie de notre production d'énergie. Et avec l'électrification des usages, ça, je dirais, augmenter notre taux énergétique. Enfin, la définition de la dépendance énergétique est un peu spécieuse, mais en gros, on va quand même produire beaucoup plus avec les énergies renouvelables sur notre territoire, l'énergie primaire. On produisait de l'électricité sur notre territoire, mais elle était faite avec du charbon, du pétrole ou du gaz qui était importé. Là, avec les énergies renouvelables, on le fait chez nous. Alors, il est assez logique que dans un pays qui a une grande surface, qui est capable de faire du solaire et de l'éolien en quantité importante comme le nôtre, on se dise, tiens, on va produire chez nous l'électricité renouvelable, et puis derrière, si on a assez d'électricité renouvelable, si on va assez vite dans le développement des énergies renouvelables électriques, on va faire aussi l'hydrogène chez nous, plutôt que d'aller l'importer. Alors c'est moins vrai probablement chez d'autres pays, dans d'autres pays comme ceux du Benelux ou comme l'Allemagne, qui ont des densités de population très importantes, qui limitent la possibilité d'implanter les énergies renouvelables, et puis avec des densités industrielles très fortes, avec des consommations d'énergie au kilomètre carré, disons, qui sont certainement plus élevées que chez nous. Donc il faut passer, en plus une tradition de commerce international, Rotterdam, etc., d'importation d'énergie. On comprend que ces gens-là se disent, tiens, on va faire du commerce d'hydrogène plutôt que de faire du commerce de pétrole. Donc ce n'est pas très étonnant, attitudes différentes. Il y aura une mondialisation probablement, mais je ne pense pas que la France, ça ne veut pas dire qu'elle doit rester à l'écart de cette mondialisation, mais je ne pense pas que la France ait intérêt à, en tout cas pour elle-même, une stratégie qui soit une stratégie d'importation, qu'elle a quasiment à portée de la main si elle s'y prend correctement, la possibilité de relocaliser sur son territoire à la fois la production d'énergie primaire électrique et du vecteur qui va aller derrière, qui va être l'hydrogène. Alors au passage, j'ai une question, c'est aujourd'hui on en est où, et où en sera-t-on en 2030 ou en 2050 sur le rendement énergétique de la chaîne qui part de l'électricité, passe par l'hydrogène et revient à l'électricité si on veut refaire de l'électricité à partir d'hydrogène. Parce qu'il faut bien voir que dans l'électrification, on est dans une course au développement des énergies renouvelables aujourd'hui. Dans cette course, le passage par le vecteur hydrogène nous fait perdre quand même le rendement correspondant. Donc l'utilisation directe de l'électricité dans des usages où on peut directement utiliser l'électricité, si on est capable de piloter les usages par rapport à la production, a l'avantage d'avoir un rendement de 100%. Merci beaucoup et merci de cette concision et essayons de respecter en effet la concision. Alors d'autres interventions de la salle. Je n'en vois pas pour le moment. Est-ce que l'un d'entre vous veut répondre sur le rendement ? Celui qui veut, et puis je passerai ensuite la parole à Paul peut-être sur la stratégie. Alors sur la question du rendement, bon, j'ai l'impression d'entendre Jean-Marc Jancovici ou d'autres, mais c'est pas plus mal. Parce que ça va permettre de dire, une bonne fois pour toutes, je ne sais pas si on rentre, dans quel niveau de détail vous souhaitez qu'on rentre, mais quand on parle de rendement par rapport à l'hydrogène, si on est dans une logique systémique, il ne faut pas juste prendre la question du rendement électrique, premièrement. Il y a la question du rendement hydrique aussi, par exemple, à prendre en compte. Et de fait, si je concède tout à fait que l'hydrogène, aujourd'hui, dans une chaîne de valeur, peut avoir un rendement inférieur sur de l'électrique avec de l'électrification directe, par contre, l'hydrogène aujourd'hui, en termes de rendement hydrique, très clairement, la chaîne de valeur en termes d'utilisation d'eau, utilisation d'eau par quantité d'énergie délivrée finale, l'hydrogène est aujourd'hui le vecteur énergétique qui permet effectivement le meilleur rendement hydrique.
Alors je vois qu'il y a des mots qui se tordent, dirons-nous. On peut éventuellement, si vous le souhaitez, parler de l'électrolyse et de ce que ça coûte en eau. On peut parler de la biomasse et de ce que ça coûte en eau. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut rentrer en termes de détails. Encore une fois, cette question que je posais tout à l'heure, quel niveau de détail vous voulez qu'on rentre. Donc sur la question des rendements, il y a sur l'ensemble de la chaîne de valeur des progressions qui sont faites partout. Il y a des progressions qui sont faites au niveau, tout simplement, des énergies renouvelables au départ, en amont. Il y a des progressions qui sont faites au niveau de l'électrolyseur. Donc c'est-à-dire la machine qui va permettre de prendre de l'eau d'un côté et le courant électrique de l'autre pour séparer la molécule d'eau, H2O, souvenez-vous, et garder l'hydrogène d'un côté et l'oxygène de l'autre. Ces rendements d'électrolyseurs aujourd'hui, peut-être que mes voisines en parleront, de fait sont en train de, là aussi, progresser fortement, puisque là où on était sur des rendements en termes d'électrolyseurs alcalins, par exemple aux alentours de 55% ou 60% de rendement il y a encore 10 ans, aujourd'hui, on peut y envisager à l'horizon 2025 ou 2028, notamment avec des électrolyseurs à haute température ou encore d'autres technologies qui émergent, en Israël, en Corée ou je ne sais où ailleurs, des rendements d'électrolyseurs de l'ordre de 95 à 98%. Ça change beaucoup de choses sur le modèle économique. Ensuite, il y a les rendements en termes de stockage, il y a les rendements en termes de transport, il y a les rendements en termes de distribution sur la machine qui va délivrer votre hydrogène de manière finale. Donc, en un mot, parce qu'effectivement, on garde à 1 minute 30 peut-être. Exactement. Max, voilà. En un mot, cette question du rendement est en train de progresser très fortement et c'est précisément cette augmentation des rendements sur l'ensemble des briques de la chaîne de valeur qui, depuis 2015, rupture technologique après rupture technologique, soit par des grands groupes, soit par des petits, est en train de convaincre les régulateurs, les politiques, les administrations, les investisseurs, privés ou publics de long terme, que tout simplement, il y a vraiment une chaîne de valeur à aller chercher. C'est parce qu'il y a ces améliorations de rendement. Et puis d'autres ruptures, évidemment, dont on peut parler aussi. Merci. Alors, je passe la parole à Paul sur le côté géopolitique. Et puis ensuite, je vous repasse la parole à la salle. Préparez vos questions et surtout vos remarques intéressantes. Paul. Oui, donc juste pour complément de ce qu'a dit Miko sur le... Certes, il y aura des améliorations de rendement, mais de toute façon, le stockage des énergies renouvelables par l'hydrogène est une solution qui souvent va être la seule. Donc de toute façon, qu'il y ait un rendement bon ou pas bon, la question ne se pose même pas. Il y a beaucoup d'endroits où on n'a pas le choix. On ne peut pas stocker par les batteries. Il n'y a pas de réserve hydraulique pour remettre en hauteur. Donc de toute façon, c'est la seule solution, alors que ce soit de l'hydrogène pur ou de l'ammoniac, où même si le rendement global n'est pas très bon, on ne sait pas faire autrement. Donc gérer de l'intermittence quand il y a des quantités de 60-70%, parce qu'il faut quand même assurer une sécurité électrique. On ne peut pas se permettre de couper le courant la nuit, etc. Je veux dire, et il n'y a pas d'autre solution. C'est un petit peu comme le moteur à combustion interne, bon rendement de 15%, 20%, et pourtant, ça rend des services très, très importants. Donc on ne dit pas, on se passe de voiture parce que le rendement est mauvais. Donc ce qui compte, c'est d'avoir le coût économique à la fin. Parce que le coût économique intègre le rendement. Alors, sur le débat sur la géopolitique et puis est-ce qu'il faut importer voilà, ou est-ce qu'il faut alors produire? En fait, ça permet d'introduire le raisonnement qu'on a conduit dans la note. En fait, tout dépend d'abord de quoi on parle. Quel niveau de production d'hydrogène on veut en France à la fin, en 2050? Parce que si c'est 1 million de tonnes, évidemment, on n'a pas besoin d'importer. 1 million de tonnes, c'est tellement faible alors que si on parle de 10 millions de tonnes, c'est différent. Donc déjà, il faudrait savoir quel niveau d'hydrogène on aurait besoin à l'horizon 2050 en France. Et ça, on s'est aperçu dans la note que ça posait beaucoup de questions et que ces questions n'étaient pas aujourd'hui vraiment très débattues d'un point de vue sociétal, etc. Je rappelle simplement qu'il y a un exercice officiel qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone et qui prévoit qu'on va diviser par 2 la consommation totale d'énergie en 2050 avec une limite haute de 930 TWh, je crois, en 2050. Alors, on s'est renseigné d'où venait cette valeur, pourquoi 930, pourquoi pas 1000, pourquoi pas... Voilà. En fait, c'est un chiffre complètement arbitraire. Par contre, l'objectif de décarboner, lui, il est tout à fait pertinent. Bien sûr, on veut lutter contre les gaz à effet de serre. Mais ce chiffre-là a été fixé de façon exogène, comme le dit RTE dans son rapport, sans que ça ait été débattu de quelque façon que ce soit. Et à partir de là, évidemment, quand on met une limite haute à la consommation d'énergie, eh bien,
après, il faut intégrer là-dedans l'électrification. On veut qu'il y ait une réindustrialisation de la France, hein, c'est l'objectif gouvernemental. On veut faire beaucoup d'hydrogène qui consomme effectivement beaucoup d'électricité. Donc on est un peu contraint par cette limite. Et donc, ce qu'on préconise un petit peu dans la note, c'est aussi de dire qu'il faudrait repartir du bas, enfin du besoin de l'économie, de l'industrie et de la société, et remonter le besoin en énergie avec bien sûr différentes variantes, parce que personne ne peut prévoir ce qui va se passer en 2050, mais au moins faire des scénarios qui prévoient de quelle industrie on a besoin, donc quelle énergie on aurait besoin, etc. Et de remonter le besoin d'hydrogène, et à partir de là, imaginons qu'on trouve, avec des exercices de prospective, qu'on ait besoin de 5 millions de tonnes, 10 millions de tonnes. À partir de là, un autre débat, c'est de dire comment on va le produire. Est-ce qu'on accepte, si on veut le produire à 100% en France, est-ce qu'on accepte ce que ça veut dire en termes soit de nucléaire, soit d'énergie renouvelable? Parce que là, il faudra vraiment mettre des énergies partout. Ou alors, s'il y a une limite à la production d'énergie décarbonée, dans ce cas-là, on peut ouvrir le débat sur les importations. Vous voyez ce que je veux dire? Tout dépend du niveau Alors, pour l'instant, le gouvernement se focalise surtout sur 2030. Et là, 2030, il n'y a pas tellement de débat parce que c'est la prochaine. Il y a beaucoup de challenges à relever. Il y a la massification, il faut démarrer. Voilà. Donc ça, on ne va pas être à un niveau très élevé d'hydrogène en 2030. Je crois que l'objectif officiel, c'est 680 000 tonnes hein, d'hydrogène décarboné en 2030. L'objectif de la France, 680 000. Il y a un scénario plus ambitieux de France Hydrogène à 1 million 100 000. Mais ça, c'est la première étape, les 10 ans à venir, et ça, c'est clair. Ça, je ne crois pas, il n'y a pas trop de discussion dessus. La discussion d'aujourd'hui, c'est de dire comment on va construire la vision à la fois de l'économie et de la société. Et à partir de là, ouvrons la porte. Alors l'Allemagne l'a déjà fait, puisque l'Allemagne a déjà vu que l'Allemagne, les Pays-Bas, le Japon, la Corée l'ont déjà fait. Et, donc a besoin d'importer de l'hydrogène. Mais moi, ce que je disais, c'est que dans la note, j'avais pris un exemple. Si on limite, parce que devenir autarcique en énergie, comme le dit le président de la République, c'est quand même, comment dire, je rappelle juste en 1974, on a fait un plan super ambitieux nucléaire qui a été énorme, et avec ça, on n'a couvert que 20% des besoins d'énergie. Donc vous voyez le chemin qu'il faudrait faire pour passer de 80% de dépendance à 0% de dépendance. Donc je dis simplement qu'il faut faire des exercices. Et ce que je disais, c'est que si on se limite trop dans la consommation finale d'énergie, eh ben à un moment donné, les industries ne pourront plus s'installer en France parce qu'on dépasserait la limite. Et dans ce cas-là, j'ai pris un exemple, est-ce qu'il ne faut pas mieux faire une aciérie à Fos qu'elle aille en Espagne, dans les Asturies? Parce que l'hydrogène n'est pas cher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et qu'on a une limite de consommation finale. Donc c'est ce débat-là dans la note, alors ça introduit un peu une des recommandations qu'on voudrait ouvrir. Merci beaucoup. Alors, je reprends d'abord une... Non, sauf si... Alors, je vous passe la parole. Oui, je vais rapidement. Juste sur ce sujet-là. Oui. Je voulais juste préciser que, en fait, il y a des chiffres qui sont assez simples, c'est-à-dire que dans la mobilité, si on veut consommer de l'hydrogène vert, il faut qu'on soit à parité du diesel, tout simplement, en termes de coût, de manière simple. Donc, il faut qu'on soit à 6 € du kilogramme, distribué à la station-service. Et pour un industriel, aujourd'hui, il paye en dessous de 2 € du kilogramme, et un industriel n'a pas les marges suffisantes pour payer au-dessus. Donc, de manière assez simple, il faut un hydrogène vert à 2 € du kilogramme pour l'industrie et un hydrogène vert à 6 € distribué en station-service, donc pour la mobilité. Donc, à partir de ça, on peut très vite se rendre compte qu'il y a des scénarios qui fonctionnent, c'est-à-dire des très grosses centrales qui produisent au-dessus de 50 MW. Toutes les petites centrales n'arrivent pas à produire à ces tarifs-là. Et en plus, en France, on aura du mal à produire à ces tarifs-là du fait du prix de l'électricité. Donc si effectivement on peut peut-être faire de la production coupée de la centrale nucléaire à des prix d'électricité plus bas, pourquoi pas? Si on trouve des solutions couplées behind the meter, donc en France, qui va permettre justement de réduire et de produire localement, pourquoi pas? Mais il y a des fondamentaux, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire des centrales suffisamment importantes en taille et avec un prix de l'électricité suffisamment bas pour pouvoir produire à 6 € du kilogramme pour la mobilité et 2 € pour l'industrie. Je veux juste préciser quelque chose. On ne veut pas, comment dire, il y a le débat sur l'hydrogène, de quel hydrogène on a besoin dans la société, mais ensuite, le débat sur l'hydrogène n'est pas lié au débat sur le nucléaire. Je veux dire, c'est un autre débat.
Et par exemple, l'Allemagne a décidé d'importer, et voilà, c'est pas lié au nucléaire ou pas nucléaire. C'est deux choses différentes. Il faut d'abord déterminer ce qu'on veut comme industrie, ce qu'on veut comme besoin. Après, c'est un autre débat de savoir comment on va faire tout ça. Mais ça, c'est le débat des renouvelables, l'acceptation des renouvelables, éventuellement nucléaire, etc. Donc, je veux juste préciser qu'on veut distinguer les deux. Merci. Alors, d'autres questions de la salle ou d'autres remarques? Oui, au fond, on va en prendre 2. Et puis 3 même, voilà. Et puis ensuite, on passera à la présentation des recommandations. Je vous demande vraiment de respecter votre 1 minute, hein, si ça ne vous ennuie pas. Une intervention courte. Bonjour à tous, Franck Sander, moi je suis agriculteur et je représente la FNSEA aujourd'hui. Moi je suis également engagé dans les filières agroalimentaires et c'est vrai que moi j'adhère à votre discours et au débat de ce soir. C'est vrai que le coût de l'énergie pour l'agroalimentaire, en l'occurrence l'industrie aujourd'hui, est un vrai sujet. J'aimerais quand même, à titre de comparaison, le gaz aujourd'hui au niveau mondial, en dehors de l'Union européenne, se négocie autour de 10 € le mégawattheure, quand chez nous, en France, il est passé à 300, quasiment, il a frôlé les 300 il y a 3 semaines, il est retombé à 120 aujourd'hui. Donc on voit un peu l'impact que ça a sur la compétitivité de l'industrie française. Donc c'est quand même un vrai sujet, au même titre que demain les autres énergies, mais en ce qui concerne le gaz, il va quand même challenger tout ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Voilà, c'est juste Et puis après, le point de sensibilité pour moi, de vigilance, c'est l'acceptabilité, vous en avez parlé. Et c'est vrai que nos terres ont globalement une vocation à produire de l'alimentaire. En parallèle, on peut produire de l'énergie, l'agrivoltaïsme, la méthanisation sur les déchets, etc. Mais pour moi, le gros sujet, c'est-à-dire que l'agriculteur, à un moment donné, si c'est rentable, il pourra orienter ses terres, pourquoi pas. Mais l'acceptabilité sociétale aujourd'hui, on va se retrouver très très rapidement face à des oppositions, justement par rapport aux parcs solaires, etc. Que ce soit des petites unités, des grosses unités, etc. Donc pour moi, il y a un vrai sujet, comme les éoliennes dans certaines régions. Attention, et le débat avec la société, il faut qu'on l'anticipe, qu'il évolue en même temps que les discussions qu'on a ici ce soir, pour ne pas se retrouver à un moment donné complètement bloqué, alors qu'il y a des choses positives à faire. Voilà. Merci. Alors d'autres remarques, il y avait une remarque devant, une autre là, et puis ensuite on passera peut-être à la présentation et derrière, et on passera ensuite à la partie proposition. Oui. Ma question est très courte. Chaque nouvelle source d'énergie s'est révélée à l'usage poser des problèmes. Et quand on parle d'hydrogène, on dirait qu'il n'y a pas de problème. Si. C'est d'ailleurs... Non, c'est dit explicitement dans la note. Hein. Non. D'accord. Non. Et donc, dans la réflexion, est-ce qu'on fait une part à cette réflexion, même si c'est très difficile, parce que c'est à l'usage qu'on va découvrir que... voilà. Mais vous savez, les notes de la fabrique écologique, les travaux, nous, on ne cache pas les choses. Hein. Donc, et la note de ce point de vue-là est très bien, c'est-à-dire qu'elle dit les choses telles qu'elles sont, et je pense qu'elle est très bien. Alors, peut-être vous souhaitiez dire un mot? Oui, alors je vais peut-être dire plusieurs mots. Un mot. Alors, le rendement power to power, donc en réponse, est aujourd'hui donc de 29%, rapport de l'ADEME, lorsque c'est en utilisation stationnaire. Bon, quant au gap technologique qui permettrait d'atteindre les 95%, je suis ingénieur, je suis désolé, mais ça ne sera pas pour demain, sachant qu'il y a un certain nombre donc, de contraintes. Quand on parle donc des gaps technologiques, ça va associer, on parlait donc bien évidemment donc, de l'électrolyse haute température, c'est-à-dire à condition qu'on trouve de l'énergie haute température pas trop chère. Où est-ce qu'elle se situe? Dans les centrales nucléaires. Hein, c'est avec les fameux soutirages. Voilà, donc les problèmes sont un petit peu liés. Et puis maintenant, je dirais, concernant, donc, excusez-moi, je dirais donc l'agriculture, effectivement, aujourd'hui, donc le prix du gaz est extrêmement cher. Bon, le prix du Henry Hub, qui est celui des États-Unis, les États-Unis ne nous le vendront pas à 10 €, je suis désolé, mais ils vont encaisser donc la marge. Et c'est aujourd'hui, effectivement, on aura vraisemblablement donc un problème de fabrication d'engrais, parce que je pense que des usines, je dirais, comme qui aujourd'hui produisent les engrais à partir de gaz naturel en Europe, vont vraisemblablement s'arrêter parce qu'elles sont en compétition internationale et il est préférable, elles sont déjà arrêtées bien sûr. Voilà, excusez-moi, vous avez raison tout à fait, et il est infiniment préférable. Voilà, tout à fait.
Et il est préférable d'importer des engrais, sachant que le transport d'engrais est infiniment plus facile que le transport même de gaz naturel. Voilà. Merci. Alors, derrière Damien. Derrière. Juste un mot, une question là, qui prolonge la question, la remarque de Madame. Est-ce que vous pouvez nous préciser là, votre perception là, des risques liés à la production, au transport ou à l'utilisation de l'hydrogène ou des produits dérivés tels que l'ammoniac, par exemple? Alors, Aude, peut-être, non? Vous voulez répondre à ça? Ou bien, puisque j'essaie de donner la parole équitablement, hein, peut-être répondre à ça. Oui, je peux commencer à répondre en tout cas. Effectivement, il y a des risques et des enjeux autour de l'hydrogène. Ce n'est pas la solution parfaite, c'est l'une des solutions parmi d'autres avec ses avantages et ses inconvénients comme toutes. Dans les inconvénients, il y a bien sûr l'inflammabilité et l'explosivité de l'hydrogène qui est assez importante. Mais qu'on peut mitiger avec le fait que c'est un gaz qui est très très léger et qui se diffuse très facilement. Donc dès qu'il y a une fuite ou un accident ou une inflammation qui se fait à l'air libre, finalement la flamme dure très peu, le gaz se diffuse tout de suite. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, s'il s'en est un, mais il est relativement facile à gérer, et le fait que ce soit sur un temps très court fait que finalement le risque pour le public ou pour des riverains est diminué. Bien sûr, si on est dans un lieu clos, là c'est un problème beaucoup plus conséquent, beaucoup plus important. Après, sur des installations de production, pour parler de ce que je connais, de grande taille, bon, en fait, il en existe déjà de la production d'hydrogène dans des installations de ce type. Donc, c'est un risque qui est connu, qui est généralement maîtrisé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'accident, mais voilà, ça fait partie des choses qui sont connues. Il peut y avoir aussi, dans d'autres aspects, des risques de fuite, puisqu'on parle aussi d'un gaz très fin et tout petit, qui s'échappe et qui fuit assez facilement, avec parfois des conséquences sur les matériaux qui sont utilisés. Donc on ne peut pas utiliser n'importe quel matériau avec l'hydrogène. Ça fait aussi partie des enjeux. On parlait de matières et de matériaux de terres rares. Donc ça fait aussi partie des enjeux autour de l'hydrogène. C'est finalement quels matériaux on utilise. C'est vrai pour le transport et le stockage. C'est vrai aussi dans les véhicules, par exemple. Ça fait partie des enjeux autour de ce gaz. Je sais pas si d'autres Merci. personnes... Alors, je crois que vous vouliez dire un mot devant, mais un mot vraiment. Alors, l'ammoniac n'a pas les mêmes problématiques, les mêmes caractéristiques chimiques. Effectivement, en revanche, donc ça explose moins. Je vais laisser peut-être Philippe répondre là-dessus, mais ça a d'autres types de conséquences effectivement en cas de problème. Sur les questions, la question de la sécurité revient à chaque forum. C'est entre m'amuser et m'agacer. Combien il y a de morts par les véhicules, sur la route tous les ans? Faites attention à ce genre d'argument, parce que ici vous avez du mal à convaincre avec ça. Faites attention. Tous les ans. Faites attention. Par l'électricité. Ici on n'est pas au Kinder Bueno, donc faites attention à par l'électricité. Ce genre d'argument. Ce genre d'argument ne me paraît pas justifié. Est-ce que vraiment il y a des risques ou est-ce qu'il n'y a pas de risques? Bien sûr qu'il y a des risques. Mais comme il y en a pour le gaz naturel, comme il y en a pour l'électricité. Bien sûr qu'il y a des risques. Tout à fait logique. Alors, je vais passer la parole à Paul Luquez pour qu'il réponde en un mot sur le lien nucléaire-hydrogène, parce que si c'est vraiment le cas, je suis un peu inquiet pour l'hydrogène, parce qu'il y a quand même beaucoup de pays, certes, qui font du nucléaire. Il y en a aussi beaucoup qui ne font pas de nucléaire. Donc, est-ce que ça veut dire que ce lien est fatal ou pas? J'avais compris que non. Et puis ensuite, qu'il enchaîne peut-être sur les 3 propositions. D'accord, sur le lien avec le nucléaire, bon, de toute façon, majoritairement dans le monde, l'hydrogène sera produit à partir de renouvelables. Ça, c'est une évidence. Et d'autant plus que un des inconvénients de l'hydrogène, c'est effectivement, finalement, c'est en amont, c'est l'installation de vastes surfaces pour l'installation de renouvelables. Et ça a aussi un impact sur la biodiversité, ça a aussi un impact sur etc. Donc on va voir apparaître effectivement des pays comme le Chili, comme l'Australie, où vous pouvez installer des dizaines de gigawatts sans aucun impact quasiment dans le désert. De ce point de vue-là, les impacts sont limités.
avec des technologies de transport derrière, et peut-être avec des technologies de, finalement, au lieu de transporter l'hydrogène, on va peut-être délocaliser les industries, c'est un risque. On va faire de l'acier sur place, on va faire de l'ammoniac sur place, pas cher, et on exportera le produit fini. Ça, c'est aussi un autre risque qui existe. Un autre risque. Le cas particulier de certains pays comme la France, effectivement, où un des avantages du nucléaire, c'est qu'il consomme moins de surface. Ça, c'est indéniable, à énergie fournie identique. Et effectivement, on pourrait voir, alors après c'est des conditions économiques, on pourrait voir si on pourrait produire de l'hydrogène à partir du nucléaire dans certains pays et en quelle quantité. Bon, il y a des recherches qui sont faites là-dessus. Pour l'instant, on passe par le réseau parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire produire par le nucléaire ou les renouvelables? Ça veut dire, est-ce que l'électrolyseur va se brancher au pied de la centrale pour montrer que c'est nucléaire ou est-ce qu'il va se brancher sur le réseau, hein? La question, c'est de savoir si l'électricité est décarbonée. Donc, c'est très difficile à débattre. Ça fait apparaître aussi des notions de labellisation, de garantie d'origine. Qu'est-ce que c'est l'hydrogène décarboné? Qu'est-ce que c'est l'hydrogène renouvelable? C'est des questions très, très complexes qui sont en discussion au niveau réglementaire. Et en fait, tout revient au prix de revient de l'électricité, finalement, quelle que soit l'origine de décarboner. Pour l'électrolyse de température, c'est vrai que si on dispose d'une source de chaleur, ça peut être un avantage à 150 degrés, ça peut être un avantage. Alors maintenant, je passe à la recommandation, parce que je crois qu'il est... Alors, donc, on a déjà évoqué un peu quelques éléments. Sur la première, parce qu'il y a beaucoup de recommandations dans le corps du texte, mais on en a retenu 3. La première, c'est sur, on n'a pas tellement parlé, mais les écosystèmes régionaux. Nous, on pense, alors France Hydrogène anime très bien déjà les écosystèmes régionaux. On pense qu'on pourrait aller plus loin, alors, notamment au niveau de la gouvernance nationale. On pense qu'on devrait les associer beaucoup plus. Il y a aussi un problème de cohérence à bien assurer entre les régions au niveau industriel. Un des participants qui habite à la frontière de l'Allemagne du groupe m'avait fait la remarque que souvent au niveau des frontières, il y a besoin de collaboration transfrontalière. Par exemple, la Sarre et la Lorraine, l'Aragon et l'Occitanie. Et ça, c'est pareil, on recommande d'aller beaucoup plus loin là-dessus, alors que les logiques nationales poussent un peu à séparer un peu les choses. Et on pousse aussi à bien informer les décideurs locaux, parce qu'il y a souvent, parfois, quelques désillusions chez les politiques locaux. Les politiques, ils veulent des choses à court terme. Ce n'est pas forcément compatible avec la dynamique industrielle. Quand vous voulez lancer un poids lourd hydrogène, le premier poids lourd, il sera présent dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Or, le bus, etc. Donc, les élus locaux, eux, ils veulent des résultats avant leur prochaine élection. Donc ça, c'est quand même la complexité de la chaîne hydrogène est quand même un élément pas facile à expliquer aux décideurs locaux. Et puis, dernier élément, la taille des écosystèmes locaux. Parce que ça, c'est très important. On pense que nous, le niveau local est très pertinent pour les applications mobilité, parce que c'est vraiment là, sur le terrain, qu'on connaît les besoins. Par contre, pour l'aspect production, l'aspect où on voit apparaître quand même dans le futur de la massification, alors pour l'instant, c'est masqué parce que les aides aident à rendre rentables des installations de petite taille. Mais dans 10 ans, on a peur qu'il y ait une désillusion sur ces écosystèmes très très petits par rapport à ce qui va se passer. On a parlé, même sans parler d'importation extra-européenne, même à l'intérieur de l'Europe. Il y a des zones en Espagne, etc., où on aura de l'hydrogène beaucoup moins cher. Donc, on fait l'attention là-dessus sur prendre beaucoup plus d'importance, beaucoup plus de retours d'expérience sur les écosystèmes locaux, qui sont très importants pour la réussite de l'implantation, mais à condition de leur fournir des outils, des méthodologies. On le décrit dans la note, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est la première. La deuxième, j'ai un petit peu expliqué déjà avant, c'est vraiment repartir des besoins de l'hydrogène à l'horizon 2050, ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire faire différents scénarios, faire des exercices de prospective, voir un petit peu ce qu'on aurait besoin, parce que quand on dit réindustrialisation, certes, il y a les nouvelles industries de l'énergie, hein, des usines de batteries, des usines d'électrolyse, des usines de réservoirs haute pression. Ça, c'est une partie des choses, mais ce n'est pas que ça, la réindustrialisation. C'est aussi les services, c'est aussi le numérique, mais aussi, peut-être, il y a aussi
d'après ce qu'on entend au gouvernement, un minimum d'industrie de base à garder ou à reprendre. Par exemple, la production de méthanol, qui est un composant chimique de base, n'existait plus en France. Bon, là, il y a des projets actuellement, notamment EDF, pour refaire des usines de production de méthanol. Vous voyez, c'est un exemple. Hein. La sidérurgie, quel sera l'avenir de la sidérurgie en France si on ne fait pas attention, etc. Donc, il y a aussi cette question-là à mettre dans la balance et refaire un exercice qui permettrait de définir ce qu'on veut en 2050 vraiment sans partir d'un niveau exogène de on va se limiter à 900 TWh. Voilà, c'était ça la deuxième recommandation. Et la troisième, c'est plutôt un plaidoyer pro-européen pour le coup. Alors je sais qu'il y a beaucoup de critiques contre l'Allemagne. Je regarde ce que tu en as fait beaucoup aussi. L'Allemagne a une politique qui n'est pas exempte de critiques au niveau énergétique, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Néanmoins, on pense que l'avenir de la France est dans l'Europe et dans l'Europe de l'énergie. Et ça, c'est vraiment décrit dans la note. Et la France doit quitter cette position attentiste vers une position beaucoup plus proactive en étant vraiment très actif avec l'Allemagne. D'abord, il y a toute une annexe qu'a d'ailleurs rédigé Luc Poyer qui est vraiment très détaillée sur ce qu'on pourrait faire en franco-allemand, même si a priori les options énergétiques sont très différentes. Mais justement, il y a des opportunités des deux côtés. L'infrastructure, il faut aller vraiment de l'avant sur l'infrastructure hydrogène en Europe, européenne je parle, c'est-à-dire les pipelines, les stockages massifs pour créer un marché unique de l'hydrogène. Et ça c'est super important parce qu'on ne peut pas attendre 2030 pour commencer à penser si on va avoir besoin d'une infrastructure. Il faut planifier dès maintenant, et même en planifiant dès maintenant, ça va prendre du temps de toute façon. Donc on recommande beaucoup d'aller beaucoup plus vite là-dessus, et tout simplement parce que d'un point de vue politique, l'Europe de l'énergie, ça va passer par l'Europe de l'hydrogène, et c'est vraiment un élément de relancer l'Europe en plus. Donc on pense, bon après c'est une position, c'est un parti pris que l'on a dans la note, mais on pense aussi que c'est très important. Voilà, et avec un partenariat méditerranéen, parce que la France a la chance d'avoir aussi une position privilégiée en Europe, puisqu'elle est entre le nord et le sud, et on pense aussi que l'Occitanie, la région sud, Fos-sur-Mer, la relation avec l'Espagne, le Maghreb, c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer. On pourrait vraiment faire un partenariat méditerranéen de l'hydrogène avec un leadership français là-dessus pour apporter ça à l'Europe. Voilà, je dirais les trois. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est compte tenu de l'heure, on va prendre quelques interventions. D'abord, je remercie le groupe de travail et son président d'avoir accepté de s'être coulé dans le moule de la Fabrique écologique sur les propositions, puisque vous savez que la règle des notes de la Fabrique écologique, c'est 1, 2 ou 3 propositions, pas plus. Donc bravo sur du respect de cette règle qui permet le débat et qui permet l'efficacité et non pas le classement vertical des rapports administratifs avec 40 propositions. Et c'est la finalité de la Fabrique écologique. Alors, je passe la parole à la salle, puis ensuite je demanderai à chacun des grands témoins de conclure en 2-3 minutes, y compris avec leurs réflexions sur les propositions. Est-ce qu'il y a des interventions dans la salle sur ce volet proposition qui a déjà été en partie abordé? N'hésitez pas, mais j'en vois pas. Non, personne n'a envie de s'exprimer sur ce sujet. Alors, peut-être qu'il y aura quelques-uns qui auront envie dans 10 minutes. Et donc, je vous propose de passer la parole aux 3 grands témoins, successivement, pour qu'ils nous disent un mot sur ce qu'ils pensent des propositions, qu'ils concluent de leur côté. Et puis, je vous repasserai la parole si vous le souhaitez. Et puis, je laisserai la parole à la finalité, de conclusion, à Paul. Voilà. Merci, Président. Alors, deux points sur ce qui a été dit tout à l'heure, et ensuite un troisième sur les propositions. Le premier point sur la question de la sécurité, madame. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est de voir que l'hydrogène n'est pas une nouvelle industrie. Ça fait 50 ans, 60 ans, 80 ans, si j'exagère, qu'on maîtrise des flux d'hydrogène à niveau industriel. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la différence entre la nouvelle vague de mode de l'hydrogène d'aujourd'hui et celle de la fin des années 90-2000, ce qui a posé problème notamment dans les années 90-2000, je passe sur le contrôle de ceux qui l'ont vécu, naturellement. Voilà, c'est une façon élégante de dire que je ne l'ai pas vécu. Fondamentalement, c'est qu'à l'époque, il y avait des problématiques, notamment d'explosion sur le GPL, vous vous en souvenez peut-être, et qu'il y a eu une association qui a été faite avec l'hydrogène. Je fais vraiment très court. Ce qui s'est passé pendant 20 ans, c'est qu'au niveau international, il y a eu des efforts au niveau privé, au niveau public et au niveau public-privé pour
justement développer des standards, des technologies, etc., pour faire en sorte que la chaîne de valeur, depuis la production de l'hydrogène jusqu'à sa distribution et l'utilisation dans votre voiture, si vous voulez, soit la plus sécurisée possible. Et c'est ce que disait Aude tout à l'heure. Quand vous avez aujourd'hui une voiture à hydrogène, par exemple, on ne peut pas avoir d'explosion de voiture à hydrogène. S'il y a un problème dans votre voiture, si vous voulez, le point de criticité qui générerait une explosion de l'hydrogène ne serait pas atteint, puisque tout simplement, le carburant ou l'hydrogène qu'il y a dans votre réservoir partirait en fumée, entre guillemets, une petite fumée rouge, très sympa, très jolie. Les pompiers, les sapeurs-pompiers forment partout en France justement des services de DDE là-dessus. Je ne sais plus si on dit DDE, mais bon, vous voyez de quoi je parle. Là, moi, j'ai connu ça quand même, les DDE. Bref, passons. Ça part directement dans l'atmosphère. Il n'y a pas de point de criticité d'explosion. Il n'y a guère eu qu'une station de recharge d'hydrogène qui a explosé récemment dans le monde. C'était en Norvège en 2019. Et c'était un cas qui n'était pas forcément lié à ces questions de standards ou de technologie hydrogène. Mais bon, je ferme la parenthèse tout de suite. Donc, c'est la question de la sécurité. 20 ans de travail qui a complètement changé les choses. Sur la question, monsieur, des rendements, j'ai beaucoup de mal avec l'argument d'autorité qui consiste à dire je suis ingénieur, sous-entendu vous ne l'êtes pas ou que sais-je. Parce qu'on a tous ici, pour ceux qui travaillent dans l'hydrogène, fait des formations pour comprendre comment marcher l'ingénierie, si vous voulez, derrière tout ça, et je l'enseigne à mes étudiants et j'en suis très fier. Ce que je veux dire par là, c'est quand vous nous dites que ça n'existe pas, les électrolyseurs à 95% de rendement, si ça existe. Ça existe en France, ça existe en Israël, ça existe en Japon, ça existe en Corée du Sud, ça existe aux États-Unis. Et c'est ça qui permet aujourd'hui justement de débloquer une des briques fondamentales de cette question de l'hydrogène en France, qui est la continuité nucléaire-hydrogène. Justement. Donc fondamentalement, il faut arrêter d'opposer nucléaire et hydrogène. Et je vais finir sur le dernier point, du coup, par rapport aux propositions. Le sujet de l'Allemagne aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ils jouent solo. Ils jouent plutôt solo en Europe, ou plutôt ils ont réussi à embarquer avec eux une majorité de pays, qui fait qu'aujourd'hui c'est la France qui a peut-être tendance, avec la logique de village gaulois, on en parle souvent, à se retrouver un petit peu solo. Et là où on a un problème, et j'en arrêterai là bien sûr, c'est que fondamentalement on est face à des pays qui ne changeront pas d'avis, parce que structurellement ils ne peuvent pas envisager autre chose dans leur marché de l'hydrogène que de l'importation, là où nous, on peut, en théorie, avoir une forme de choix. J'en arrêterai là pour ne pas être beaucoup plus long. Merci. Merci. Donc, par rapport aux propositions, alors, je trouve très intéressante notamment la deuxième sur l'exercice prospectif. Je pousserai un tout petit peu plus loin en posant la question qui va derrière, c'est « et après ?» Une fois qu'on a fait cet exercice, qu'est-ce qu'il devient? Comment il se traduit? Alors, c'est tout l'objet des discussions qu'on a chacun à notre niveau avec les services de l'État, avec le gouvernement, avec l'Europe, avec les associations nationales, internationales et européennes là-dessus. Mais voilà, c'est commencer par un exercice de ce type, c'est bien. Se mettre d'accord, avoir une discussion au niveau sociétal sur ce qu'on veut demain, c'est très bien aussi, c'est nécessaire et indispensable. Par rapport à la remarque de tout à l'heure sur l'acceptabilité, il n'y a qu'avec des exercices de ce type qu'on arrivera finalement à un consensus, ou en tout cas quelque chose qui mette une majorité de gens d'accord. Et puis derrière, il faut transformer ça en action. Oui, donc effectivement, donc sur ces trois propositions, moi je voulais d'abord vous dire que l'élan européen, il est phénoménal depuis 2018. Ça, c'est vraiment ce que je vois. Donc il y a depuis cette stratégie hydrogène donc, qui est sortie en 2018 et l'ensemble des recommandations, directives, etc. qui sont en discussion au niveau de la Commission européenne. Moi, je suis épatée par tout ce qui existe en ce moment en Europe suite à la création de l'Hydrogène Council en 2017. Donc c'est assez phénoménal. C'est phénoménal aussi l'évolution technologique. Donc effectivement, comme pour les batteries, on est en train de réduire drastiquement le coût des électrolyseurs, le coût de production de l'hydrogène vert. On est épaté par tous les ans d'avoir un coût inférieur qui est de plus en plus bas. Moi, je n'aurais jamais imaginé effectivement qu'on produise à 2 € du kilogramme de l'hydrogène vert et c'est à notre portée demain. Donc moi, je suis assez épatée par ça. Et donc pour revenir sur ce sujet de l'élan européen, effectivement, il y a des stratégies de souveraineté nationales qui sont normales, puisque chaque pays doit assurer sa stratégie de souveraineté nationale. Et donc je pense que le vrai enjeu, c'est de créer des poches de stockage stratégique. Donc moi, je suis en discussion en ce moment avec Geostock. Et on a lancé des tas de batteries de tests donc pour
stocker effectivement de l'hydrosyle plutôt que de l'hydrogène pour permettre ainsi d'augmenter les capacités de stockage stratégiques. Et donc je pense que le vrai enjeu de souveraineté, c'est le stockage de l'hydrogène comme on pouvait stocker du gaz, et qu'après, effectivement, on peut développer des industries pour produire localement des activités comme des piles à combustible, des électrolyseurs qui seront importés ou utilisés localement, et qu'après, effectivement, nos industriels, nos consommateurs, ils vont acheter au meilleur prix. Donc, pour revenir sur les écosystèmes locaux qui sont fondamentaux, la région Rhône-Alpes-Auvergne, qui avait démarré sur des petits écosystèmes, est en train de mettre complètement à plat ces petits écosystèmes et effectivement se repense complètement le modèle vers des écosystèmes beaucoup plus centralisés, c'est-à-dire 2 grosses centrales au niveau de la région Rhône-Alpes-Auvergne, comme pour l'Occitanie. Voilà. Donc ces 3 enjeux sont fondamentaux, mais effectivement, il y a une accélération que je n'aurais jamais imaginée sur l'ensemble de ces enjeux en France et en Europe. Merci. Et donc, est-ce qu'il y a des interventions une fois que ces avis ont été donnés? Vraiment courtes, Alain? Courtes. Alors, pour être très court, j'aime beaucoup les 3 propositions, mais la dernière, je l'étendrai un tout petit peu. Je dirais l'hydrogène, j'étendrai légèrement la portée de la dernière proposition, qui est sur le déploiement du mot infrastructure. Et je pense qu'il faudrait l'étendre à celui d'une filière qui va de la production au transport, aux piles à combustible et aux autres applications. Voilà. C'est un peu par comparaison, ça serait mieux de développer une filière industrielle, un petit peu comme l'a dit Corinne, pour développer des emplois. Et c'est mieux que, par exemple, d'importer des panneaux photovoltaïques qui viennent de Chine ou des composants d'éoliennes qui viennent également donc, de Corée ou de Chine. Voilà, c'est une filière industrielle. Et par exemple, moi, je m'occupe beaucoup donc, de ce qu'on appelle donc, les biocarburants et la méthanisation. Voilà, on manque à développer des filières industrielles. Merci. Alors, d'autres remarques? Moi, je voulais faire... il me semble qu'un papier tel que celui-là, un rapport tel que celui-là, doit mettre l'accent sur les sortes de grandeur. Moi, je pense qu'on n'a pas suffisamment les sortes de grandeur. En termes de ce qu'il faut, en termes de développement d'électricité. Le rapport de l'IRENA, par exemple, que vous avez probablement cité, il parle de 20 000 TWh à l'horizon. C'est dans le rapport. Tout ça, tu verras quand tu liras, les ordres de grandeur sont dans le rapport. Et sur la deuxième, puisqu'on est aux recommandations, je vais tout de suite passer à ma remarque sur les recommandations. L'exercice prospectif, c'est bien. L'ADEME en fait, RTE en fait, il y a la SNBC, la PPE. C'est pas des prospectives? Ok. Mais l'hydrogène, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Enfin, je pense qu'il faut aussi souligner ce point-là. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres... Si? Là-bas, très bien. Une voix féminine. Bonsoir. Moi, je voudrais revenir sur un point qui a été évoqué au tout début, qui était quel est le vrai débat? Et vous parliez de la capacité de l'hydrogène à venir se substituer aux énergies fossiles. Vous avez aussi souligné que depuis l'histoire de l'humanité civilisée, ça a toujours été un échec. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu cet effet rebond de l'innovation. Et du coup, la question, c'est aujourd'hui, quels sont les moyens, quels sont les outils pour se prémunir d'un énième effet rebond et du côté additionnel de l'énergie? Et est-ce que c'est envisageable, vu l'organisation internationale et le niveau de collaboration qu'on peut espérer à cette échelle? Merci pour votre question. C'est une question absolument essentielle qui pourrait faire l'objet de toute une note et de tout un atelier. Donc, mais je vais laisser Paul répondre là-dessus. Mais c'est une question majeure sur l'ensemble de la transition écologique, de se poser cette question-là. Et mine de rien, la réponse, en effet, n'est pas si évidente que ça. Alors, Paul, je te laisse conclure, conclure y compris sur ce point-là. Voilà. Alors, effectivement, il y a le souhait des scénarios. On va passer d'un mix... Alors, je parle de niveau mondial, d'un mix où il y a 80% de fossiles. On dit dans les scénarios AIE qu'il y aura 20% de solaire, 20% d'éolien, 20% de biomasse, enfin un mixte idéal, où effectivement c'est une substitution, puisqu'on va produire beaucoup d'électricité
Il y aura aussi de la capture et du stockage du CO2 qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, mais ça fait partie au niveau mondial, hein, pas au niveau français, mais au niveau mondial des solutions. Et ça, c'est le monde idéal où, effectivement, l'AIE, l'IRENA proposent un chemin pour aller d'aujourd'hui à cette situation idéale où il y a zéro carbone et il y a un mixte. Voilà. Sauf que les ordres de grandeur qui sont bien évoqués dans la note sont gigantesques. Il faut multiplier par 4 les investissements, il faut déployer je ne sais plus combien de centaines de terawatts, de dizaines de terawatts de solaire, etc. Donc le chemin est très difficile, il existe, mais il est très difficile. Et ce qu'on constate dans la réalité maintenant, c'est que, par exemple en Chine, puisque le principal émetteur, c'est quand même de loin la Chine, ça c'est toujours en addition, ce n'est pas en substitution. C'est-à-dire que le renouvelable arrive à être majoritaire dans l'augmentation de la capacité. C'est-à-dire vous avez la base, vous avez chaque année, la Chine augmente ses capacités, et dans la capacité augmentée, le renouvelable commence à être majoritaire. Mais le fossile augmente aussi, puisque, qu'est-ce que je veux dire? Donc on n'est pas du tout en substitution aujourd'hui, c'est le monde rêvé. Malheureusement, c'est comme ça. Et puis, en Allemagne, en Pologne, il y a l'ouverture de centrales à charbon, etc. Donc, voilà. Donc, le monde est comme ça. On espère bien que ça soit en substitution, mais ça demande effectivement des efforts extrêmement importants. Et l'AIE dit qu'il faudrait supprimer toutes les subventions aux énergies fossiles, qui sont très importantes. Alors, la France, l'Europe est mal partie parce que là, pendant l'augmentation des énergies fossiles, on a rajouté des subventions. Donc, ça, on va exactement dans le sens inverse. Qu'est-ce que je veux dire? C'est la réalité et le monde idéal. Voilà. Donc, ça n'empêche pas que, côté hydrogène, pour arriver à des centaines de millions de tonnes, il faut commencer, bien sûr, c'est exponentiel. C'est-à-dire on va commencer par des centaines de mégawatts, gigawatts. Mais à la fin, il faudra installer 4000 gigawatts. 4000 gigawatts. À peu près. Donc, ça demande beaucoup de matériaux, ça demande beaucoup de surface. Donc, ça, c'est l'objectif. Ce n'est pas impossible, mais c'est très difficile. Et je dirais que, pour rebondir sur la remarque de Corinne, c'est vrai que l'Europe, c'est vraiment notre chance, je pense, parce que malgré toutes les divergences entre pays, je pense que c'est vraiment, on n'a pas le choix. Il faut vraiment qu'on aille vers une Europe souveraine. Alors, ça ne veut pas dire une Europe autarcique, mais une Europe souveraine et effectivement, au moins d'un point de vue industriel, c'est sûr, je suis d'accord, il faut aller vers... voilà. Oui, c'est bien parti pour l'aspect technologique. Non, technologique. Oui, c'est ça, technologique. Donc ça, c'est bien. Il faut compléter parce qu'on a dit dans la note. Et je dois avouer que, bon, je ne l'ai pas dit au début, mais moi, je suis dans l'hydrogène depuis 22 ans. L'Europe, la Commission européenne, non, notamment la Commission européenne, a toujours été la plus proactive, et je l'ai vu dès 2001-2002, même quand la France avait complètement arrêté l'hydrogène en 2007-2008, nous au CEA, c'était grâce aux fonds européens, parce qu'il y a des programmes hydrogène qu'on a pu faire des programmes hydrogène, alors que la France avait mis à zéro. Et l'Europe a toujours été super pushy, et maintenant, ils ont augmenté, effectivement, ils ont passé le braquet supérieur, et la France a tendance à traîner les pieds. Donc ça, je trouve ça extrêmement dommage. De ne pas accélérer, au contraire, et de répondre à la Commission sur cette proposition. Mais il y a quand même des points très positifs. On salue beaucoup ce qui a été fait en France sur l'aspect industriel. Et donc, on est très, très contents. On essaye de convaincre tous ensemble le gouvernement d'aller plus loin dans l'aspect européen. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé à cet atelier qui, comme vous le savez, je vous le répète, ouvre une période de co-construction. Donc, vous n'hésitez pas à envoyer des propositions d'amendement, de correction de la note à la Fabrique écologique sur notre site ou par mail. Vous n'hésitez pas. Et évidemment, le groupe de travail se réunira une dernière fois pour voir quel amendement il retient. Voilà, merci à tous. Merci aussi à l'équipe de la Fabrique écologique, j'en profite, qui a tout organisé et qui a aussi beaucoup aidé sur cette note. Donc, merci beaucoup. Et à bientôt donc, pour un nouvel atelier. Le prochain atelier aura lieu en novembre, fin novembre, et devrait être consacré, c'est un sujet très différent, ça va vous amuser, aux solutions low-tech en matière de mobilité. Et je pense qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet. À la Fabrique écologique, on n'oppose jamais, contrairement à d'autres, high-tech et low-tech. On pense que c'est complémentaire. En revanche, il faut faire davantage de low-tech, ça c'est évident.
et on en parlera donc à la fin du mois de novembre, mais vous êtes les bienvenus mais si vous le souhaitez. Voilà, merci à vous en tout cas. Merci.